Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de violence. Alors vous avez peut-être dans votre tête des images de violence qui viennent de la nature, comme par exemple un ours qui combat un autre ours avec du sang qui gicle et des blessures et finalement la mort de l'ours. Mais il existe dans la nature une autre forme de violence, c'est celle qu'on peut observer par exemple pour ce cas des fourmis qui s'associent avec un certain champignon. Donc le champignon s'arrange pour se faire manger par la fourmi, et une fois qu'il est rentré dans l'intérieur de la fourmi, il perturbe le système nerveux de la fourmi, et la fourmi change complètement son quotidien. Elle s'écarte de ses tâches et elle commence à monter sur un arbre le plus haut qu'elle peut. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle meurt et les spores du champignon se répandent et ils profitent de la hauteur de l'arbre pour se répandre de plus en plus. C'est ce qu'on appelle le parasitisme. Parce qu'il ne s'agissait pas de tuer l'autre, de le blesser directement, mais de l'utiliser et d'utiliser son comportement pour son propre bénéfice. Vous avez peut-être remarqué il y a quelque temps qu'il y a eu une vidéo YouTube qui montrait un combat, un débat entre deux youtubeurs célèbres, un philosophe et un rhétoricien. Chacun des youtubeurs a beaucoup de vues, plusieurs centaines de milliers d'abonnés, 450 pour un, 830 pour l'autre. Et ce sont des gens pour lesquels j'ai un certain respect parce que ils ne défendent pas leurs propres opinions sur YouTube, mais ils se présentent comme les représentants d'une discipline ancestrale et vénérable. L'un la philosophie et l'autre la rhétorique. Donc nous vivons dans un monde où nous sommes dominés par nos patrons, par nos collègues, par nos amis, par nos clients, et nous avons besoin de nous faire respecter, et eux nous apportent des concepts pour nous défendre et pour prendre le pouvoir sur notre propre vie. Et alors, le débat était intéressant parce que la rhétorique et la philosophie, ce sont deux disciplines qui se sont construites historiquement en opposition l'une à l'autre. Et la question, c'est alors de savoir quelle est des deux disciplines celle qui est le plus utile aux hommes. L'essence de la philosophie tient en 3 mots. L'amour du vrai. Aïe aïe aïe, là c'est mal parti. L'essence de la philosophie tient en 3 mots. L'amour du vrai. Depuis l'invention de ce mot par Pythagore au VIe siècle avant Jésus-Christ, les philosophes se sont donné une mission claire. Questionner le monde pour en comprendre le sens et dégager les principes d'une vie sage et heureuse. L'ami de la sagesse est conscient que la réalité ne se moule pas sur ses croyances ou sur ses désirs. Il est conscient de l'emprise de ses préjugés sur sa conception du monde, et donc tout son travail va consister à remettre en cause ce qu'il croit être vrai, à briser ses opinions contre le récif du réel, afin de se rapprocher autant que possible de l'idéal auquel il aspire, l'idéal de la vérité. L'allégorie de la caverne, exposée par Socrate et rapportée par Platon, illustre cette ambition des premiers philosophes. Prendre conscience de notre ignorance pour nous en libérer. Le philosophe n'est pas le sage. Le philosophe est celui qui aspire à le devenir. Ce qui implique 2 choses. Premièrement, d'accepter et d'assumer que nous sommes tous soumis aux croyances, et donc que nous ne possédons pas la vérité de manière innée. Et deuxièmement, qu'être philosophe, ce n'est pas seulement rechercher la vérité, c'est aussi se battre pour la faire reconnaître et la défendre contre ceux qui voudraient la corrompre au profit de leurs intérêts. Alors là, il y a une certaine confusion entre la recherche de la vérité et la sagesse. Est-ce que la sagesse, c'est vraiment la recherche de la vérité et le fait de défendre la vérité? Est-ce que ça se limite à cela? Socrate était en conflit ouvert contre les sophistes, pour lesquels la vérité n'était qu'une affaire de point de vue. Pire que ça, les sophistes se moquaient totalement du critère de la vérité, puisque pour eux l'important n'était pas d'être dans la vérité, mais dans l'efficacité. Le sophiste est un mercenaire de l'influence. Tout son talent réside dans l'habileté avec laquelle il parviendra à manipuler l'esprit de son public, le temps de le convertir à la thèse qu'il aura choisi de défendre. Quand le philosophe s'attire les anathèmes de la foule pour avoir osé la bousculer dans ses opinions, le sophiste ricane et récolte la mise en la caressant dans le sens du poil, c'est-à-dire concrètement en lui disant ce qu'elle a envie d'entendre. Le sophiste est un rhétoricien, c'est un professionnel du langage qui utilise son savoir-faire oratoire pour séduire les foules et manipuler leur conscience. Tandis que le philosophe,
C'est au contraire celui qui nous invite à penser contre nous-mêmes, à nous méfier des berceurs d'illusions et à supporter les verdicts de l'offensante raison. Toute l'origine du conflit entre philosophes et rhétoriciens tient dans cette démarcation fondamentale. L'amour du vrai contre la recherche de l'influence. Et en acceptant sa condamnation à mort par le tribunal d'Athènes, Socrate a entériné la scission entre philosophes et rhétoriciens. Quand le rhétoricien ne s'intéresse qu'à l'efficacité, le philosophe est prêt au sacrifice pour que vive la vérité. Voilà comment le précepteur finit son intervention. Donc, en résumé, il a opposé la recherche de la vérité et la recherche de l'influence. Maintenant, voyons comment Victor va répondre à cette attaque. À moi de vous raconter l'histoire de la rhétorique et de son rapport à la philosophie. La rhétorique est née de l'injustice. En 465 avant notre ère, 2 tyrans siciliens expulsent les populations de Syracuse. Ils veulent donner leur terre en récompense aux mercenaires qui les avaient accompagnés sur les champs de bataille. Un soulèvement démocratique met fin à leur projet. Il s'ensuit une série de procès intentés par les expulsés pour récupérer leurs biens. Ces procès sont d'un genre nouveau. Ils se tiennent face à des jurys populaires. Cela signifie que si vous vouliez que votre droit soit reconnu, il fallait être capable de prononcer un discours avec la bonne structure, avec le bon rythme, avec la bonne énergie, avec des raisons solides et des émotions fortes pour que les gens qui sont en face de vous vous accordent leur attention et soient motivés à juger en votre faveur. C'est tout un art. Et c'est donc dans ce contexte qu'apparaissent 2 professeurs d'un genre nouveau, Corax et Tisias. Ils enseignent à leurs élèves l'art de construire des arguments solides et de les intégrer dans des discours bien structurés. La rhétorique, c'est ça. C'est un ensemble d'outils et d'exercices pour aider ceux qui ont des causes à défendre à le faire efficacement. Et dans cette entreprise, la démarche critique du philosophe est utile, mais sa portée est limitée. Effectivement, lorsque vous êtes dans la phase d'invention, c'est-à-dire le temps de la préparation du discours où vous rassemblez les faits et vous construisez vos arguments, vous devez viser un objectif de vérité et de validité. Et là, la rigueur critique du philosophe peut vous y aider. Mais dès lors que vous vous placez face au public, les règles changent et on touche là à un point fondamental. Dans un contexte judiciaire, par exemple, il faut bien distinguer les faits de la qualification des faits. Dire qu'un tel a volé une pomme est une proposition qui peut être soumise à un test de vérité, à la confrontation aux faits. Mais dès lors qu'on en vient à débattre d'à quel point c'est mal et d'à quel point il doit être sanctionné, on quitte le champ de la vérité pour entrer dans celui des valeurs. C'est ça le champ de la rhétorique. Oh là là là, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? La rhétorique commence quand on passe de la question « qu'est-ce qui est ?» à la question « que voudrait-on qu'il soit ?» Quelle conception de la justice veut-on voir triompher? Dans quel monde souhaitons-nous vivre? Alors c'est très intéressant ce qui s'est passé, je ne sais pas si vous avez suivi. Donc, le précepteur a défini la philosophie comme la recherche du vrai, laissant entendre que la recherche du bien et du mal, c'était le ressort d'une autre discipline. Ensuite de quoi Victor s'est dit « Ah, c'est une autre discipline ?» Mais oui, bien sûr, c'est ma discipline. Et il a pris la place du bien et du mal. Donc il a commencé à dire que la philosophie s'occupe du vrai, et quand il s'agit de mettre les mains dans le cambouis et de savoir ce qui est bon, là c'est la rhétorique qui s'en occupe. Et qu'est-ce que Charles répond à ça? Rien du tout. Ce qu'il aurait dû dire, c'est d'abord bien définir la philosophie. Ce n'est pas la recherche du vrai et simplement défendre le vrai, mais c'est aussi la recherche du bien et du mal. La définition, c'est philosophie, amour de la sagesse. La sagesse, ce n'est pas la recherche du vrai, c'est aussi la recherche de comment bien se comporter. Donc c'est la philosophie qui allait répondre à ça, pas la rhétorique. Le précepteur aurait pu citer Kant, les 3 grandes œuvres de Kant, les 3 grandes questions de Kant, c'est qu'est-ce que je peux savoir, qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je peux espérer. Donc il y a 3 questions et Charles a réduit la philosophie à la recherche du vrai. Et donc il a laissé Victor prendre toute la place et gonfler complètement sa discipline de sorte que les gens vont être trompés et ils vont croire que pour rechercher le bien et le mal, c'est la rhétorique qu'il faut chercher, c'est Victor qu'il faut suivre. Mais ce n'est pas vrai, c'est la philosophie qu'il faut suivre pour ces questions-là. La rhétorique, qu'est-ce que c'est? C'est l'art de persuader par les opinions. Donc ce n'est pas la rhétorique qui va vous dire ce qui est bien ou ce qui est mal. La rhétorique défend les discours
qui font le bien, mais elle défend aussi les discours qui font le mal. Si quelqu'un a le projet d'exterminer tous les juifs en les gazant, et qui fait un très bon discours efficace sur ce projet-là, est-ce que c'est un bon rhétoricien? Oui, tout à fait. Donc Charles aurait dû attaquer la rhétorique beaucoup plus. Et maintenant, il y a aussi un autre abus dans ce qu'a fait Victor, c'est qu'il a dit, il a fait comme si la rhétorique était la seule discipline qui s'occupe de l'influence. Mais la rhétorique, ça s'occupe de l'influence par l'opinion. Et on peut influencer les gens sans influencer leur opinion. Ça, c'est par exemple ce que fait la systémique. Donc ça, c'était le premier round, et je doute que le précepteur arrive à s'en sortir après un tel choc. Pour définir l'influence en philosophe, il va falloir faire un petit retour en arrière historique. Jusqu'à l'époque moderne en Europe, les philosophes estimaient que toute théorie politique devait avoir pour socle la morale. Pour le philosophe, le pouvoir était d'abord le moyen de matérialiser dans la société les principes du bien et de la justice. Ah, il ajoute la justice. C'est bien, mais c'est un peu tard. On en trouve l'exemple avec Platon, qui voulait fonder sa république sur l'idée du bien, ou encore chez saint Augustin, qui opposait la cité terrestre guidée par l'orgueil à la cité céleste guidée par l'amour de Dieu. C'est seulement à partir du XVIe siècle, avec Machiavel, que certains philosophes ont pris le parti de séparer la politique de la morale et de la religion, et de préconiser la recherche de l'efficacité dans la gestion du pouvoir et le gouvernement des citoyens. Si Machiavel a gravé son nom dans l'histoire, c'est parce qu'il est le premier à avoir conseillé aux princes le recours à la ruse et à la manipulation dans l'exercice du pouvoir. Pour Machiavel, la sauvegarde des intérêts de l'État justifie que l'on mente au peuple et qu'on le manipule. Voilà pourquoi il recommandait aux princes d'agir tel un renard, de maîtriser l'art de simuler et de dissimuler, et d'apprendre à se faire craindre, à défaut de se faire aimer. En un mot, ce que propose Machiavel, c'est d'échanger le pouvoir de la vérité contre le pouvoir de l'influence. Dans les faits, il s'agissait de dire que l'être humain est d'abord un animal émotionnel, un animal qui pense avec sa chair plutôt qu'avec sa tête, et qu'un peuple bien gouverné, c'est un peuple dont on sait influencer et manipuler les réactions en jouant sur sa corde sensible. Les sociétés démocratiques modernes sont particulièrement adaptées à ce mode de pouvoir par l'influence. Quand c'est le peuple qui décide de qui est élu, celui qui détient le pouvoir ou celui qui y aspire a tout intérêt à ne pas imposer tyranniquement à la foule ce qu'elle jugerait contraire à ses intérêts. Est-ce que ça signifie que les gouvernants allaient devoir se mettre au service des intérêts du peuple? Non, vous l'aurez deviné. Ce que ça signifie, c'est que les gouvernants allaient devoir donner l'impression de défendre ses intérêts, afin d'obtenir du peuple le consentement à leurs décrets. Voilà pourquoi dans une démocratie moderne, c'est toujours au nom des intérêts du peuple, c'est toujours au nom de la sécurité, de la liberté ou de l'équité que les mesures les plus coercitives peuvent être ratifiées avec notre approbation. Car sans notre approbation, le pouvoir est nu. La manipulation des opinions n'est pas un accident des régimes démocratiques, elle en est la condition de possibilité. L'exemple d'Edward Bernays devrait suffire à nous en donner la preuve. Alors que la firme de cigarettes Lucky Strike l'avait mandaté pour augmenter ses ventes, Bernays a eu l'idée géniale, dans les années 30, d'organiser des manifestations féministes pour faire de la cigarette un symbole d'émancipation et de réappropriation du pouvoir par les femmes. Jusqu'alors réservées à la gente masculine, les femmes pouvaient désormais arborer sans rougir les fameuses torches de la liberté par lesquelles elles se libéraient de l'oppression conservatrice. Résultat des courses, les ventes de Lucky Strike ont explosé et le nombre de cancers du poumon chez les femmes est aujourd'hui supérieur au nombre de cancers du sein. Et c'est là qu'on touche à l'essence même de l'influence, car contrairement au pouvoir traditionnel qui s'impose par la force et l'autorité, l'influence pénètre notre esprit pour faire de nous les complices de notre asservissement. Quand le pouvoir est solide, l'influence est liquide. Elle s'insinue dans les recoins de notre psychisme pour noyer notre discernement dans le flot de nos émotions. Et ce qui rend cet outil qu'est l'influence particulièrement efficace, c'est sa perversité, car en plus de prendre possession des rouages de notre conscience, elle condamne à la vindicte toute tentative d'en dénoncer les mécanismes. Allez expliquer à celui ou celle dont on a manipulé la conscience que son jugement est altéré, vous voilà identifié comme ennemi qui prétend mieux savoir que vous comment vous devez penser. Dénoncez la stratégie d'influence cynique de Bernays, et c'est vous qu'on accusera d'être un esprit cynique opposé au progrès des libertés et à l'égalité homme-femme. Élevez-vous contre la prise en otage émotionnelle destinée à vous faire penser dans le sens des intérêts de ceux qui vous manipulent, et c'est vous qu'on traitera de manipulateur. La raison en est simple,
En toutes circonstances, la pensée s'incline face aux émotions. Et c'est ce que les rhétoriciens ont parfaitement compris. Là, le précepteur se comportait comme un professeur. Il emmène ses auditeurs dans un paysage où il contemple différents philosophes, mais il ne se rend pas compte qu'il y a un businessman rhétoricien qui est en train de faire son beurre sur ça. Parce qu'il oppose encore la philosophie et l'influence, la recherche du bien et l'influence. Il se fait passer pour quelqu'un qui pense que l'influence, c'est mal. On touche ici au cœur de l'opposition entre la démarche philosophique et la démarche rhétorique. Il est probable que le discours de Charles ait déclenché chez vous une attitude de défiance vis-à-vis des outils de l'influence. Ainsi, cette posture critique, cette promptitude à dénoncer les manipulations, contribue à aggraver ce qui est pour moi l'un des plus grands problèmes de notre temps. Ce problème, c'est qu'il y a bien plus de gens bien intentionnés, mais qui n'ont aucune influence, qu'il n'y a de génies du mal qui, par la force de leur discours, parviennent à faire passer le vrai pour le faux et le jour pour la nuit. Face à ce problème, vous pourriez penser que la solution serait de créer un espace public qui exclut les intrigants, les manipulateurs et les méchants. Mais qui va juger des critères pour déterminer les propos qui ont le droit de citer et qui va les appliquer ? Bien sûr, Platon, le roi des philosophes, y a pensé. Dans sa République, il dresse donc le portrait de la cité idéale. Il s'agit d'une dictature éclairée conduite par les philosophes. Ainsi, dans le livre 5, il fait dire à Socrate que les problèmes de la cité cesseront lorsque les philosophes seront rois. Mais attention, pas n'importe quel philosophe, ceux qui ont l'amour de la vérité. Les autres devront se soumettre et arrêter de se préoccuper des affaires de la cité. Et si il arrivait aux experts de se tromper. Ainsi, malgré toutes les imperfections dont Charles vous a parlé, je continuerai à me battre pour aider ceux qui ont des idées à faire triompher. Et j'ajoute ceci, ce qui devrait vous préoccuper, ce n'est pas que tel publicitaire ou tel politicien ait trop d'influence. Votre souci, c'est que vous n'en avez pas assez. À nouveau ici, le discours incomplet de Charles fait passer Victor pour celui qui a le bon sens pour lui. Alors c'est pas mal son idée qu'il faut être responsable et ne pas se victimiser et être dans l'action plutôt que dans la plainte. Maintenant, j'ai vu des vidéos où Victor Ferry est en train de dire que si les pauvres sont pauvres, c'est de leur faute parce qu'ils n'entreprennent pas et ils ne font pas des actions qui leur permettent de gagner de l'argent. Là, c'est un discours libéral abject et il faut le rejeter. Mais bon, quand c'est simplement défendre des outils rhétoriques, je veux bien l'accepter. L'influence dont j'ai fait un portrait à charge dans ma présentation correspond à une branche bien spécifique de l'influence. C'est ce que j'appellerais l'influence de masse. Autrement dit, l'influence qui triomphe aujourd'hui dans la politique, la mode ou la publicité. Mais dans les faits, l'influence est d'abord un outil. Quelle est la pertinence de venir distinguer influence de masse et influence de détail? Qu'est-ce que ça change? Mais dans les faits, l'influence est d'abord un outil. Et le propre d'un outil, c'est qu'il concrétise la volonté de celui qui l'utilise. Là où je rejoins Victor, c'est que ce n'est pas parce que l'influence est utilisée par des gens malhonnêtes que ça signifie que l'influence soit malhonnête par essence. Au contraire, c'est justement parce que l'influence est un outil qui a fait ses preuves qu'il est de votre devoir de vous l'approprier pour défendre les causes qui vous tiennent à cœur. Pour augmenter votre influence, la première des règles est d'être en accord avec vous-même, c'est-à-dire avec les idées et les valeurs que vous prônez dans l'espace public. Être en accord, ça veut dire deux choses. Ça veut dire non seulement commencer par appliquer vos préconisations à vous-même, et ainsi éviter de tomber dans le travers du « faites ce que je dis, pas ce que je fais », qui risquerait de vous faire perdre en légitimité et donc en autorité. Mettre en accord, ça veut aussi dire choisir vos combats en fonction de vos véritables convictions et de vos motivations profondes. Si vous défendez une cause uniquement pour l'image que vous voulez renvoyer de vous-même, pour nourrir votre ego ou pour plaire à la personne que vous aimez, il est clair que votre discours manquera de sincérité. Et un discours qui manque de sincérité, c'est un discours qui ne mettra pas longtemps à apparaître comme superficiel, à sonner faux, et donc à perdre sa crédibilité auprès des personnes qui vous écoutent. Si Socrate a eu autant d'influence sur sa postérité, c'est dû au fait qu'en sacrifiant sa vie pour ses idées, il n'a pas seulement été le porte-parole d'un message, il en a été l'incarnation. Les philosophes qui ont le plus influencé les esprits sont ceux qui ont su faire confiance à l'œuvre du temps. Incarner vos idées,
C'est accepter de ne pas les voir triompher du jour au lendemain. C'est consentir à ne pas devenir une icône et à apprivoiser votre désir de reconnaissance. Le désir de reconnaissance peut être un stimulant et une source de motivation dans votre combat pour vos idées, à la condition que ce soit ce désir qui soit mis au service de votre idéal et non pas l'inverse. Mais ce qui doit vous animer profondément et que rien ni personne ne pourra vous enlever, c'est votre conviction. C'est votre certitude d'œuvrer à quelque chose d'utile et qui correspond à ce que vous êtes au fond de vous-même. En incarnant vos idées, en faisant vôtre le principe selon lequel il n'y a pas de honte à dire ce qu'il n'y a pas de honte à penser, vous susciterez le respect et la confiance de votre public. À nouveau, il est en train de donner un cours, de donner des conseils dans l'abstrait, sans se rendre compte que c'est un débat, c'est un duel, et qu'il y a un rhétoricien qui est en train de se servir de lui pour faire passer ses idées et pour se servir de la philosophie comme d'un piédestal pour faire passer ses idées. À ce qui vient d'être dit, j'ai peu de choses à ajouter. Je me contenterai de vous donner un modèle pour l'appliquer. Je rejoins Charles sur le fait que l'influence est une question de fluidité. Plutôt que de confronter l'autre, vous allez emprunter une voie détournée. Avant de vous présenter un outil pour le faire, je voudrais vous donner un fameux exemple pour l'incarner. Nous sommes en 1502. Le maire de Florence, Piero Soderini, devait gérer un casse-tête. Il avait sur les bras un imposant bloc de marbre qui gisait depuis 40 ans dans l'atelier d'une cathédrale suite à l'erreur d'un sculpteur peu talentueux. Les sculpteurs qu'il consulte lui affirment que le bloc est fichu. Même Léonard de Vinci ne voit pas comment le sauver. Pendant ce temps, certains amis florentins de Michelangelo l'informent de la situation. Arrivé sur place, il comprend qu'il peut, en jouant sur la pose, sculpter un jeune David. De son côté, Soderini en était venu à se convaincre que c'était sans espoir. Michelangelo se met au travail. Lorsque Soderini revient quelques semaines plus tard, il constate que Michelangelo a effectivement su changer le bloc de marbre en une magnifique sculpture. Il juge toutefois le nez un peu trop gros. Michelangelo comprend vite que c'est une simple question de perspective, mais comme le maire de Florence a des prétentions artistiques, il sait également que ça ne sert à rien d'argumenter. Plutôt, il va inviter le maire à se déplacer tout en prenant des poussières de marbre dans sa main. Il fait ensuite semblant de sculpter le nez en lâchant au fur et à mesure la poussière qu'il tenait en main. Lorsqu'il redemande au maire ce qu'il en pense, ce dernier lui répond « Vous venez de lui donner vie ». C'est ça, user de l'influence. Ceux dont le point de vue est opposé au vôtre sont absolument convaincus d'avoir raison, et il est illusoire de penser que vous pourrez y faire quelque chose par la simple force de vos arguments. Il est plus efficace de commencer par adopter leur perspective. Ensuite, et en respectant les valeurs sur lesquelles elles reposent, faites-les cheminer vers un autre point de vue. Pour ce faire, vous pouvez utiliser ce modèle en 4 temps. Sans doute pensez-vous que, et vous avez de très bonnes raisons de le faire. Pour cause, vous êtes probablement sensible aux valeurs A, B, C. Et justement, il y a un moyen de concrétiser ces valeurs auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé. Ce faisant, vous amènerez l'autre à vous rejoindre sans le brusquer. Ici encore, il y a un effet de contraste qui est très frappant parce que Victor vient après le précepteur et donc il passe pour quelqu'un qui donne des choses concrètes et des choses pratiques comme si la philosophie n'était pas concrète et n'était pas pratique. C'est parce que Charles s'est perdu dans des généralités et des conseils sans prendre en compte qu'il était dans un débat avec un rhétoricien. Et maintenant, pour l'histoire qui fait l'histoire de Michel-Ange, je trouve ça très intéressant et très valable, mais je remarque, c'est intéressant, que Victor ici sort de sa discipline, parce que sa discipline c'est quoi? C'est l'art de persuader, l'art de changer l'opinion des gens, mais ici, Michel-Ange ne s'en sort pas en changeant l'opinion de son interlocuteur. Il le manipule de façon plus concrète et plus indirecte encore. Et donc, je vous propose ici un autre modèle qui vous permettra peut-être de reproduire le comportement de Michel-Ange, parce que je ne crois pas que le modèle de Victor vous aidera à reproduire le même genre d'action dans votre vie quotidienne. Donc là, je m'appuie sur la systémique, et la systémique ici parle de relations complémentaires. Donc on a une relation complémentaire qui n'est pas égalitaire entre le duc et Michel-Ange. Et ce que le client est en train de véhiculer
est en train de proposer à Michel-Ange, c'est une certaine définition de lui-même et une définition de la relation. Donc il se définit comme quelqu'un qui est capable et qui a le droit de critiquer Michel-Ange. Et donc Michel-Ange là se trouve dans un dilemme. Est-ce qu'il va confirmer la définition que le client se fait de lui-même ou est-ce qu'il va la combattre? Et il choisit de la confirmer. Et donc ça, c'est ce qui lui donne l'inspiration pour se sortir de cette situation. Il n'est pas question de chercher quelles sont les valeurs, ce n'est pas ça. Alors maintenant, on va finir par le 4e round, et là, Victor n'aura même plus besoin de parler. À partir du moment où vous communiquez, que vous le vouliez ou non, vous exercez une influence. Exprimer ses idées, donner son point de vue sur tel ou tel sujet, c'est infléchir, même imperceptiblement, même involontairement, la vision du monde de votre interlocuteur. C'est intervenir dans son paradigme mental et y déposer votre empreinte de manière plus ou moins profonde. Si vous admettez cette idée, alors la question n'est plus de savoir si vous souhaitez, oui ou non, avoir de l'influence. La question est de savoir quelle est l'influence que vous souhaitez avoir. Si vous êtes dans une démarche constructive d'amélioration des choses, si votre but est de contribuer au bien commun et de laisser le monde dans un meilleur état qu'il se trouve à l'heure où nous parlons, alors vous n'avez pas à vous sentir coupable de vouloir augmenter votre influence. Tout simplement parce que si vous ne le faites pas, d'autres le feront à votre place. En restant inactif et silencieux, en ne prenant pas la parole pour défendre vos idées, de peur d'être ridicule, de peur de passer pour quelqu'un de prétentieux, vous contribuez à renforcer ce que vous combattez en pensée. Le manque d'audace peut être la forme polie de l'égocentrisme, car en survalorisant vos défauts et vos faiblesses, vous ne faites en réalité que justifier votre passivité et maintenir le statu quo. Autrement dit, c'est par ego que vous vous trouvez des raisons de ne pas assumer votre parole. Vous voyez ce que je viens de faire là? Je viens d'utiliser l'influence de la rhétorique pour vous pousser dans vos retranchements et vous inciter à passer à l'action. Et est-ce que je devrais me sentir moralement coupable de faire ça? Non. Parce qu'à la base de tout engagement, il y a d'abord une émotion. Et que si on ne vient pas, nous aussi, pincer votre corde sensible, si on ne vient pas mobiliser ce qui vous touche intérieurement, alors vous n'aurez aucune raison valable de passer à l'action. Car la question n'est pas de savoir s'il est légitime ou non de mobiliser les émotions de notre public. La question est de savoir vers quoi on les mobilise, et si on assume les moyens de ce dont on chérit la cause. Finalement, ici, le précepteur fait l'éloge de la rhétorique, parce que vers quoi diriger les émotions, il ne dit pas que c'est la philosophie qui va déterminer ça. Alors si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'ai peut-être une bonne nouvelle pour vous. Je m'appelle Nicolas et je suis spécialiste en systémique et en philosophie chrétienne. Quand je dis spécialiste, en fait, je suis en train de me certifier. Je suis plutôt un amateur, mais disons que c'est la philosophie, c'est la discipline dont je me revendique. Et je m'intéresse au pouvoir, donc donner le pouvoir aux gens, c'est ce qui m'intéresse aussi, et aider les gens à se faire respecter. Et je viens de faire une formation. Il s'agit de 2 semaines d'accompagnement pour comprendre les mécanismes du respect et reprendre le pouvoir dans sa propre vie. Alors c'est destiné aux personnes qui sont un peu trop gentilles et qui ont tendance à se faire marcher sur les pieds. C'est destiné aussi aux personnes qui estiment qu'elles ne sont pas respectées à leur juste valeur et que ça se passerait mieux si elles comprenaient les mécanismes du respect. Et il y a aussi une condition, c'est d'avoir une certaine familiarité ou une certaine sympathie avec la philosophie chrétienne ou judéo-chrétienne. Je ne demande pas de croire à des choses, mais de ne pas être hostile et de ne pas être allergique à cette tradition-là. Alors il y a 4 modules. Le premier module, c'est la définition et la théorie du respect. Donc on a vu tout à l'heure avec le précepteur qui donnait une mauvaise définition de la philosophie que c'était important d'avoir une bonne définition bien solide. Donc là, on passe tout un module dessus. Ensuite, savoir se respecter soi-même. Là, je vous apprendrai à avoir une représentation de vous-même qui vous donne une certaine légitimité, une grande légitimité, et on construira ensemble votre citadelle intérieure. Ensuite, le 3e module, il s'agira de travailler votre assertivité. Donc là, c'est apprendre à dire non dans différentes situations avec différents outils, avec tact, mais en même temps avec souplesse et fermeté. Et le 4e module envisagera des situations concrètes, des situations de la vie quotidienne par rapport à un proche, par rapport à son chef,
par rapport à des passifs agressifs dans les conflits et différentes situations comme ça. Alors, spécialement pour fêter le début de cette formation, l'ouverture de cette formation, vous avez une grosse réduction si vous appuyez sur le bouton ici. Enfin, si vous allez voir dans la description le lien, et alors c'est une grosse réduction les premiers jours, et puis au fur et à mesure que les semaines avanceront, la réduction diminuera un peu, mais il y aura toujours une réduction en accès dans la description ici. À bientôt.